Vous avez peut-être entendu des affirmations sensationnelles sur les réseaux sociaux concernant les bénéfices de l'exposition au froid. Prenez des douches froides pour brûler vos graisses ou encore le froid, la clé pour maigrir sans effort. Mais qu'en dit réellement la science? Aujourd'hui, avec le professeur Denis Blondin, nous allons plonger au cœur de la science fascinante et souvent mal comprise de l'exposition au froid et du tissu adipeux brun. Denis Blondin est professeur agrégé au département de médecine à l'Université de Sherbrooke et titulaire d'une chaire de recherche GSK en diabète. Il est également chercheur au Centre de recherche du CHU de Sherbrooke. Les travaux du professeur Blondin, effectués notamment chez l'humain, portent principalement sur le métabolisme énergétique des organes et leur impact sur le corps entier en réponse à des stress environnementaux, dans la pathophysiologie des maladies métaboliques et dans l'évaluation des thérapies métaboliques émergentes. Dans son laboratoire, il privilégie une intégration unique de l'imagerie moléculaire, de respirométrie à haute résolution, de traceurs isotopiques stables, de calorimétrie indirecte, de dosage quantitatif par spectrométrie de masse et des mesures de la composition corporelle. Ces recherches sont financées par les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie et le Fonds de recherche du Québec. Dans cette présentation, nous allons examiner ce que la recherche nous apprend sur les véritables effets du froid sur notre métabolisme, la santé et la gestion du poids corporel. Le professeur Blondin est l'une des personnes les plus compétentes pour démêler le vrai du faux en ce qui a trait au tissu adipeux brun et à l'exposition au froid, qui sont souvent présentés comme des solutions miracles, mais aussi pourquoi la science est beaucoup plus nuancée. Donc, d'abord, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler un peu du frisson et des illusions qu'on entend souvent dans les médias sociaux sur la science du froid. Je vais vous parler un peu du tissu adipeux brun, mais surtout, je vais vous parler un peu des mythes et des réalités des connaissances par rapport à la science du froid, un peu de nos travaux et l'avenir un peu dans le domaine. On commencera déjà avec les mythes et les réalités. Donc, on voit déjà certaines compagnies, ici on voit le Cool Sculpting, permet il semble-t-il, à cryolipolyser le tissu adipeux, c'est-à-dire refroidir et potentiellement mener à une lipolyse du tissu adipeux blanc qui mènerait peut-être à une réduction du gras ou dans certains endroits. Donc, ça semble bien fonctionner pour sculpter le corps selon ces compagnies, donc Cool Sculpting, à des prix quand même intéressants. Donc, s'ils cherchaient un cadeau de Noël, ça serait peut-être quelque chose qui serait intéressant. On entend souvent les bienfaits du froid et du frissonnement dans les médias sociaux ou sur des podcasts, dont Huberman, Joe Rogan. Mais c'est sûr que le gourou du froid, des bains froids et des plongées dans l'eau froide, c'est bien sûr le Wim Hof qu'on voit au centre ici. Mais on entend souvent les mêmes genres de bienfaits. T'sais, on entend que l'exposition au froid améliore le sommeil, ça réduit l'inflammation, améliore le système immunitaire, améliore la santé psychologique et augmente le métabolisme énergétique. Et semble-t-il aussi que ça peut améliorer la qualité de ta peau. Ça, je ne le savais pas, c'est tout nouveau aussi, je l'apprends aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que les travaux dans le domaine portent surtout sur les opérations dans le froid. On parle souvent aussi, on voit souvent dans des pays nordiques, scandinaves, qui utilisent depuis très longtemps des plongées dans l'eau froide accompagnées par des saunas pour la santé. C'est très social, surtout dans ces pays-là. On voit comme des clubs ici. Ici, c'est une photo de Copenhague. Puis c'est un exemple parfait. Là, on voit ça partout au Danemark. Des genres de clubs que les gens peuvent sauter dans l'eau froide et puis ensuite retourner dans des genres de sauna pour se réchauffer. Donc, c'est très, très commun dans ces pays. Et puis, on voit évidemment aussi les bains de glace et les athlètes. Donc, ça, c'est surtout les applications qu'on voit souvent en réalité. Mais ce qui manque un peu, c'est les connaissances réelles de l'exposition au froid. Donc, comme je mentionnais, on entend souvent la perception par le public, c'est que l'exposition au froid va nous énergiser,
Ça va aider l'immunité, le bien-être psychologique, la qualité du sommeil. Ça va nous permettre de perdre du poids. Ça permet d'améliorer la récupération d'un effort. Donc, ça, c'est toutes les perceptions qu'on envoie, qu'on entend par le public ou par les podcasts, par exemple. La réalité, c'est qu'on connaît très, très peu sur les effets du froid sur ses caractéristiques. En fait, il y a très peu d'études qui ont été faites pour voir les effets du froid sur la perte de poids. Très, très peu d'études sur la qualité du sommeil, sur l'immunité. Il y a quelques études qui ont été faites sur la récupération d'un effort. Donc, c'est quand même des thématiques qu'on revoit très souvent et pour lesquelles il y a très peu de données au final. Donc, je vais vous donner des exemples ici de la perception versus la réalité. Voici un article, une étude qui a été faite, qui a été publiée il y a quelques années passées, mais qui fait souvent le tour des médias sociaux. On entend souvent Joe Rogan qui cite ce papier-là, qui appelle le Solberg Principle. Solberg, parce que c'était la première auteure de l'article, ou que dans cette étude-ci, ils ont fait 11 minutes par semaine d'immersion dans l'eau froide. C'est à peu près 2 à 4 sessions d'une durée de 1 à 5 minutes chacune, et 57 minutes par semaine de sauna. Fait que déjà là, on parle de cette étude comme étant une étude d'exposition au froid et d'immersion dans l'eau froide, mais on voit qu'il y a quasiment 6 fois plus de temps qui est passé dans un sauna que dans l'eau froide. Donc, ça part mal comme étude d'exposition au froid. Donc, on voit que c'est sûr que quand on est exposé au froid, les gens qui ont suivi ce protocole d'immersion dans l'eau froide ont réussi à augmenter leur taux métabolique d'à peu près 27 calories par heure. On avait vu une diminution dans les niveaux plasmatiques de glucose, qui est intéressant. Et il y avait aussi fait des mesures sur l'activité ou la captation de glucose par le tissu brun qu'on voit ici en noir. On voit qu'il y avait évidemment une augmentation de captation de glucose par le tissu brun lors que les gens étaient exposés au froid, mais qu'on voit vraiment, là, il y a très peu de différence entre la captation de glucose entre les gens qui ont contrôle, qui n'ont pas suivi ce protocole d'exposition au froid, versus les participants qui ont suivi ce protocole de exposition-immersion dans l'eau froide. Et au final, comme je mentionnais, c'est pas vraiment un protocole d'exposition au froid. Finalement, c'est plus un protocole d'exposition à la chaleur ou de contraste de température, mais c'est surtout un protocole d'exposition à la chaleur. Il a aussi pris des mesures de la température corporelle, puis on voit sur 24 heures, la température corporelle semble diminuer un peu plus chez les gens qui ont suivi ce protocole d'immersion dans l'eau froide, mais on voit que la différence est quand même très petite. Je dirais même c'est dans la marge d'erreur de l'outil. Et on voit une légère diminution aussi sur l'ensemble de 24 heures dans la température corporelle. Mais encore là, c'est vraiment dans la marge d'erreur de ce genre de mesure. Fait qu'au final, les effets sont peut-être pas aussi impressionnants que la façon qu'on le présente dans les médias sociaux. Puis d'abord, c'est pas vraiment une exposition au froid. Au final, c'est une exposition à la chaleur. Ou en fait, un contraste de température. L'autre étude qu'on entend citer souvent, c'est cette étude ici qui date de l'année 2000, qui porte sur des immersions dans l'eau froide à différentes températures. La ligne noire ici, c'est l'eau à 32 degrés Celsius, considérée peut-être comme thermoneutre chez l'humain. Et ensuite, on voit la ligne ici, pointillée, représente une exposition dans l'eau froide à 20 degrés Celsius. Et la ligne un peu plus bas ici, ça représente une immersion dans l'eau à 14 degrés Celsius. On voit que dans les deux immersions dans l'eau froide, il y a une diminution dans la température corporelle et évidemment une augmentation dans la dépense énergétique ou la consommation d'oxygène qui est en fonction de l'exposition au froid. Donc, plus il fait froid, plus qu'on augmente la dépense énergétique. Mais ce qu'on entend souvent citer, c'est les niveaux circulants de norépinéphrine, dopamine, épinéphrine. Et c'est vraiment impressionnant. On arrive à augmenter les niveaux de norépinéphrine de 530%. Les niveaux de dopamine, 250%. C'est vraiment super impressionnant comme données. C'est souvent ce qu'on entend citer très, très, très souvent par les médias sociaux. Le problème, c'est que les catécholamines qu'on mesure en circulation, ça n'a rien à voir avec ce que les organes reçoivent, ni ce qui se passe au niveau du cerveau. Souvent, par exemple, avec la norépinéphrine, c'est ce qu'on appelle du spillover de norépinéphrine.
Donc, c'est les restants de norépinéphrine qui ne se sont pas liés à des récepteurs, soit dans la circulation ou au niveau de l'organe. Et au niveau de la dopamine circulaire, ça n'a rien à voir avec les niveaux de dopamine qu'on reçoit au niveau du cerveau. Mais malgré ça, c'est quand même quelque chose qui est cité. Je pense que ce papier-là a été cité plusieurs fois là, depuis la pandémie là, comme étant l'exemple parfait pourquoi on devrait tous se garrocher dans l'eau froide. L'autre exemple, c'est surtout l'impact de l'exposition au froid chez les athlètes après la récupération d'un exercice en résistance. Donc, voici 2 articles qui ont été publiés il y a quand même quelques années, 2017 et 2020, qui parlent de l'impact de l'immersion dans l'eau froide post-exercice sur l'expression des gènes, des protéines musculaires. Donc, dans ces 2 études qui ont été portées par la même équipe, d'ailleurs, les 2 démontrent ou rapportent qu'une immersion dans l'eau froide peut atténuer l'adaptation de l'entraînement en résistance et même supprimer l'expression de gènes et protéines qui sont importants dans la reconstruction des muscles pour augmenter la masse musculaire. Donc, eux, cette équipe-là en particulier, ils ont vraiment cité ces travaux-là comme étant une évidence très claire qu'il faut vraiment éviter les bains froids, d'ailleurs, après l'exercice. La réalité, c'est souvent des articles qu'on entend citer très souvent par des gens qui sont très sceptiques de l'impact du froid. Alors que quand on regarde les revues systématiques ou les méta-analyses, on voit d'ailleurs qui revient souvent, c'est que les résultats des études, en fait, sont de très faible qualité. Donc, c'est vraiment difficile de conclure d'un bord ou l'autre les bienfaits ou les risques associés à faire des bains froids parce que la qualité des travaux des études, en fait, sont très faibles. Soit qu'il manque des bons contrôles, soit qu'il manque des mesures qui sont représentatives. On parle de changements génétiques ou de certaines protéines, mais ce n'est pas nécessairement ça qui mène à des augmentations des changements dans la force ou de la puissance. Donc, souvent, il y a très peu de mesures fonctionnelles pour valider que les changements mènent à des changements de protéines, par exemple, les changements génétiques mènent à des changements fonctionnels. Un autre exemple ici, c'est encore une fois une revue systématique, une méta-analyse qui démontre encore une fois que dans ce cas ici, en fait, ils ont trouvé que l'immersion dans l'eau froide après l'exercice du type HIIT améliorait la puissance maximale, la récupération, les niveaux de créatine kinase, qui est un marqueur de dommage musculaire. Donc, tu sais, en général, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment pas très clair, mais les gens qui sont très critiques de l'exposition au froid pour post-exercice vont souvent citer les premières études, alors que la réalité, c'est qu'on ne connaît toujours pas vraiment si prendre un bain froid après l'exercice, ça peut améliorer la récupération ou ça peut nuire à les adaptations hypertrophiques ou de force, par exemple. Ça, c'est un autre exemple ici. C'est une étude, encore une fois, d'une autre équipe, mais du Pays-Bas, qui ont fait une séance d'exercice suivie par une immersion dans l'eau froide, ou bien même une intervention d'exercice, qui ont fait des bains froids à la fin de chaque session d'exercice. Ce qu'on voit, c'est suite à une seule séance d'exercice, il y a très peu de changements sur la synthèse de protéines musculaires. Il y a peut-être une légère diminution après 5 heures post-exercice, mais les effets sont quand même très, très petits. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va durer comme ça le lendemain ou les semaines qui suivent. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait aussi l'exemple avec l'entraînement pour démontrer que même à long terme, l'immersion dans l'eau froide pourrait peut-être diminuer le taux de synthèse de protéines musculaires suite à un entraînement de résistance. Donc, encore une fois, c'est une seule étude. Le problème, c'est qu'il faut creuser un peu plus dans les méthodes de cette étude pour voir un peu les faiblesses de certaines études. Dans ce cas ici, ce qu'on démontrait, c'est qu'on mettait seulement une jambe dans un bain froid et l'autre jambe, c'était la jambe contrôle. C'est bien, je pense en termes de méthode, il n'y a pas de problème, sauf que la réalité, c'est que c'est pas comme ça que les gens font des immersions dans l'eau froide. Les gens vont mettre le corps au complet dans l'eau froide, donc il y a un effet quand même systémique. C'est pas juste local qu'il faut observer. Puis je pense en utilisant un protocole d'immersion dans l'eau froide qui est peut-être mal adapté, on peut obtenir des résultats qui sont peut-être
qui représente cette méthode. Donc, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, c'est pas peut-être la meilleure méthode pour démontrer les effets de l'immersion dans l'eau froide post-exercice, mais c'en est un exemple ici. Fait qu'il faut vraiment creuser dans les études pour voir est-ce qu'il y a réellement un effet ou pas, parce que souvent, c'est les détails, souvent le protocole d'exposition au froid qui détermine les effets. Bon, la vie réelle, c'est que les gens, surtout dans les pays scandinaves, les pays nordiques, ont tendance déjà à faire des bains froids. C'est sûr que ça, c'est l'été, là, mais l'hiver, c'est pareil. C'est club ici là, qu'on voit que les gens plongent dans l'eau froide. On voit aussi occuper l'hiver que l'été. Les gens vont passer du temps pour nager un peu dans l'eau froide. Ensuite, ils retournent à l'intérieur dans des saunas qui sont souvent très, très proches. En Finlande, on voit la même chose. En fait, plein de gens qui ont... On sait très bien qu'en Finlande, tout le monde a un sauna à l'intérieur, mais chez eux, même, mais on sait qu'il y en a plein aussi qui ont des genres de chalets. Et puis avec ces chalets, ils vont souvent sauter dans l'eau froide et ensuite se remettre dans un sauna pour se réchauffer. C'est très culturel, ça fait partie de la culture finlandaise et des pays nordiques. Puis on le voit aussi même localement dans le lac Magog, on voit par exemple des compétitions même dans l'eau froide à chaque année. Donc on voit que ça se présente de plus en plus chez les Nord-Américains, mais on sait déjà que, comme je mentionnais, c'est très commun chez les gens, les populations nordiques. Par contre, la réalité de la recherche, c'est que la recherche dans le domaine d'exposition au froid, il y a très peu d'études, du moins depuis 2009, qui sont vraiment dans l'eau froide. La majorité des études d'exposition au froid, on utilise soit un habit de refroidissement, pour lequel on circule de l'eau froide dans l'habit pour contrôler le stress thermique, ou bien dans l'air frais ou froid. Donc, en fait, il y a très, très peu d'études qui ont été faites depuis 2009 qui portent sur l'exposition au froid dans l'eau froide. Puis, l'une des raisons, c'est qu'il faut savoir que dans le passé, l'intérêt dans l'exposition au froid, c'était surtout dans le contexte de la survie, de la performance dans le froid, pour des applications militaires. Donc, c'était vraiment... le contexte était vraiment très différent. Qui m'amène un peu... D'ailleurs, dans le gros problème dans le domaine de la recherche sur l'exposition au froid, c'est le plus grand défi, c'est le contrôle expérimental. Je vais vous donner un exemple ici. Donc, si vous avez une série d'études à des intensités de dépenses énergétiques très variables, qui sont entre une fois le taux métabolique de repos jusqu'à peu près... jusqu'à peu près 5 fois le taux métabolique de repos, on voit que pour une même température, ça peut évoquer des différences assez importantes dans la dépense énergétique. Ça peut avoir un impact énorme sur la contribution des sources énergétiques, que ce soit des glucides ou des lipides. Donc, on voit beaucoup de variabilité dans les réponses. C'est vraiment difficile à contrôler. Donc, c'est pour cette raison qu'on avait commencé à utiliser un habit de refroidissement. Ça nous permettait d'avoir un meilleur contrôle expérimental pour mieux répondre aux questions importantes sur l'impact de l'exposition au froid, sur le métabolisme, sur les réponses cardiovasculaires, etc. Mais d'abord, ça prend un bon contrôle expérimental. Ça, c'est l'équivalent de travailler sur un tapis roulant versus de demander aux participants d'aller juste courir dehors puis on va prendre des mesures après. Ça prend vraiment un bon contrôle pour bien comprendre qu'est-ce qu'on compare comme mesure. Donc, je vous laisse un peu avec cette citation de George R. R. Martin, « Nothing burns like the cold ». On sait très bien qu'il y a plusieurs armées depuis des décennies qui ont eu des difficultés à combattre le froid. On voit Hannibal qui ont essayé de traverser les Alpes. On voit Napoléon qui a eu des difficultés en Russie. On voit évidemment plus localement l'expédition Franklin qui a perdu son expédition au complet à cause du froid. Donc, on voit que le froid, ça a été très important chez les forces armées. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on s'est lancé un peu dans l'exposition au froid, c'était justement à cause d'un accident qui s'est passé, là, ça date quand même d'assez longtemps, longue date, en 1995. Il y a eu 4 Rangers des forces américaines
qui sont décédés dans les Everglades de la Floride. Donc, c'est sûr que quand on parle de Floride, on pense que c'est chaud. Mais les Everglades, la nuit, là, il fait quand même très froid, surtout quand tu tombes dans l'eau. C'est un peu ce qui est arrivé dans cet exemple ici. C'est des rangers qui ont tombé à l'eau. Ils ont eu énormément de difficultés à ressortir, à se réchauffer. Et elles sont décédées en partie à cause d'une hypothermie extrême, puis ils n'ont jamais réussi à les ramener à une température normothermique. Ils ont eu beaucoup de complications. Donc, l'une des raisons pour lesquelles ils ont eu tellement de difficultés, c'est que non seulement qu'il faisait froid, mais il y avait une fatigue énorme à l'effort. Les Rangers, par design, c'est-à-dire que ça faisait partie du programme, ils travaillaient 20 heures par jour. Il y avait une privation de sommeil. C'était 4 heures de sommeil par nuit. Et il y avait une sous-alimentation énorme. On parle de 2 rations repas par jour, c'est à peu près 1800 calories par exemple, alors qu'ils dépensaient à peu près 6000 calories par jour. Donc, on voit qu'il y a une sous-alimentation énorme. Donc, c'est vraiment une combinaison de fatigue, de privation de sommeil, de sous-alimentation et d'exposition au froid qui a fait en sorte que les Rangers américains ont perdu 4 recrues. Donc, ça, c'était un peu le contexte dans lequel on s'est lancé dans l'exposition au froid. Donc, nous, notre question, c'était, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer surtout l'accès ou des stratégies nutritionnelles pour améliorer la performance dans le froid? Mais d'abord, il faut savoir, c'est quelle source d'énergie qui est utilisée dans le froid. Donc, on voit, par exemple, plus qu'il fait froid, plus que le corps va utiliser des glucides, CHA, c'est carbohydrates ou hydrates de carbone, comme source d'énergie. Alors que les lipides, les acides gras, eux, leur contribution à la dépense énergétique diminue en conséquence. Donc, on sait très bien que plus il fait froid, plus que les hydrates de carbone deviennent très importants. Et on sait aussi que les réserves de glycogène ou d'hydrates de carbone sont très, très limitées chez l'humain. Ça représente à peu près seulement 1% de notre réserve d'énergie. Alors, si on peut... donc, la stratégie depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est que si vous avez froid, si vous tombez à l'eau pendant des expéditions dans le froid, vous avez juste à vous donner des lifesavers, puis ça va bien aller. Donc, l'idée, c'est de prendre des hydrates de carbone sous forme de bonbons, sous forme de glucides rapides, mais il y a des leçons aussi à tirer de l'exercice. On sait qu'avec l'exercice, on dépend beaucoup sur des gels, sur des breuvages riches en glucides, etc., pour nous alimenter pendant des entraînements ou des compétitions à plus longue durée, comme le marathon. Fait qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes principes dans l'exposition au froid pour au moins protéger nos réserves de glycogène en espérant que ça pourrait nous aider à long terme? Mais la question, c'est de savoir en quelle quantité qu'on devrait donner le hydrate de carbone, à quel moment est-ce qu'on devrait le donner, puis quel type de glucides devrait-on donner. Donc, pour initier cette étude, on avait commencé d'abord à donner des breuvages aux 30 minutes, des breuvages qui étaient riches en glucides et qui étaient aussi, qui contenaient également des traceurs isotopiques stables qui nous permettaient de quantifier l'oxydation des glucides exogènes qui provenaient du liquide versus l'oxydation des glucides endogènes, c'est-à-dire surtout le glycogène musculaire. Donc, on voit que même en donnant une légère quantité de glucose, on pouvait augmenter le taux d'oxydation des glucides exogènes qui permettait ensuite de protéger au moins une certaine quantité du glucose, du glycogène hépatique. Et même aussi à un certain niveau, le glycogène musculaire. Et même en donnant une plus grande quantité de glucose, ça ne t'aidait pas plus nécessairement. C'est sûr que ça réservait un peu, ça n'oxydait pas plus nécessairement plus de glucose exogène, donc, et ça ne protégeait pas plus non plus les réserves endogènes. Puis c'est probablement parce qu'il y avait une grande quantité de glucose qui restait pris quand même dans l'intestin. Donc, ça ne se rendait pas en circulation, même si tu en donnais plus. Ensuite, on a comparé, qu'est-ce qui arrive si on retarde un peu le moment qu'on donne le glucose. Au lieu de donner dès qu'on est exposé au froid, mettons qu'on attendait à peu près 1 heure pour assurer qu'on a déjà commencé à augmenter notre dépense énergétique, le corps a déjà commencé à utiliser ses glucides, cette réserve d'énergie. Est-ce que ça pouvait avoir un impact sur la préservation des réserves endogènes de glucides? Puis effectivement, on démontrait qu'en retardant un peu l'administration de glucose exogène, on pouvait davantage protéger nos réserves de glycogène
endogène. La dernière question, c'est de savoir, puis on voit souvent que dans le sport, à l'exercice, on voit souvent les gens qui vont non seulement prendre du glucose pur, mais souvent c'est du glucose qui est accompagné avec du fructose. Ça permet d'avoir une plus grande rentrée, une plus grande absorption des glucides en total, qui pourrait permettre par la suite de préserver davantage les réserves endogènes. C'est un peu ce qu'on avait vu. Fait que c'était vraiment la meilleure stratégie, c'était de donner un breuvage qui était riche en glucides, en glucose, riche en fructose, puis ça permettait de préserver nos réserves de glycogène un peu plus que si on donnait un breuvage qui contenait seulement du glucose. Il faut savoir que c'est bien beau de faire ça, puis on peut tirer beaucoup de leçons de l'exercice, mais la réalité, c'est que les gens qui habitent dans le Nord, on peut penser aux Premières Nations qui habitent dans le Nord, il n'y en avait pas tant de glucose que ça, il n'y avait pas beaucoup de glucides. La réalité, c'est que les gens qui habitent dans le Nord, traditionnellement, mangeaient des repas qui étaient riches en lipides, riches en protéines et très, très faibles d'ailleurs en glucides. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre de ces populations. Puis on était un peu rendu là dans notre recherche. On s'est dit que c'est beau de voir qu'il y a des changements qui sont associés à l'ingestion de glucides, mais la réalité, c'est que c'est pas ça que les gens ils mangent dans le Nord. Il faudrait d'ailleurs regarder un peu c'est quoi la meilleure stratégie. Est-ce que ce serait mieux de consommer quelque chose qui était plus riche en lipides et de protéines? Puis est-ce que ça peut modifier un peu nos réponses au froid? On était rendu là. Ensuite, on voulait savoir c'est quoi les sources primaires de chaleur. Fait que si on veut savoir comment on devrait s'alimenter, je pense que c'est important de savoir aussi la source primaire de la chaleur. Quels organes sont responsables de cette production de chaleur quand on est exposé au froid? Donc, on sait que plus il fait froid, donc ici, on voit sur l'axe DX, c'est la température de la peau. Donc, plus il fait froid, plus qu'on voit une augmentation dans la dépense énergétique. De façon passive, le corps peut augmenter son taux métabolique d'à peu près 5 à 6 fois. Ça, c'est constant à travers tous les mammifères. Tous les mammifères ont la capacité d'augmenter leur dépense énergétique d'à peu près passivement de 5 à 6 fois. Je dis de façon passive parce que c'est sûr qu'avec l'exercice, on peut augmenter le taux métabolique de façon plus importante, souvent à peu près jusqu'à 20 fois le taux métabolique de base. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas faire l'exercice 24 heures sur 24. Donc, alors qu'on peut, en principe, dépenser ou produire de la chaleur de façon passive à long terme. Donc, à température pièce, donc quand on est confortable, on voit toute la contribution des organes. On voit le muscle, par exemple, représente à peu près 20% de notre dépense énergétique. C'est en grande partie à cause de sa masse. Et le cerveau aussi contribue un autre 20%. On voit que le foie contribue à peu près 17%, puis un autre 12% pour lequel on ne sait pas exactement c'est quoi, mais c'est d'autres organes, d'autres mécanismes de production de chaleur. Au froid, par contre, on connaît très peu. On sait que les muscles jouent un rôle très important, puis ensuite, il y a tout le reste. Il y a peut-être la graisse brune, il y a peut-être le tissu adipeux qui joue un rôle important dans cette réponse-là, mais en réalité, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la contribution. Donc, d'abord, il faut comprendre un peu la réponse intégrée de l'exposition au froid. On sait qu'il y a des récepteurs qui sont sensibles à la température qui se retrouvent sur la peau. La majorité des récepteurs qui sont sensibles à la température sont très sensibles au froid, alors que d'autres récepteurs qui sont répartis dans le corps, qui sont plus être sensibles à la chaleur. Et on voit que le corps humain va répondre très rapidement à un stress thermique, surtout une exposition au froid, qui va envoyer un message par la moelle épinière vers le cerveau, surtout vers l'hypothalamus, pour activer des voies de conservation de chaleur, c'est-à-dire la vasoconstriction, qui va permettre de redistribuer le sang vers le tronc. Mais surtout, parce que l'humain est très bien adapté pour perdre de la chaleur à l'environnement, ça veut dire qu'on est vraiment très mal adapté dans des conditions d'exposition au froid parce qu'on a tendance à perdre notre chaleur à l'environnement. Fait que la conséquence, c'est qu'il faut produire beaucoup de chaleur pour être capable de maintenir la température interne. Puis pour ce faire, on dépense surtout principalement sur le frissonnement. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'induction du frissonnement, mais on voit que c'est quand même assez complexe. On voit l'activation de la graisse brune qui passe par le système sympathique. Et on voit aussi certains mécanismes de ce qu'on appelle des cycles futiles qui consomment beaucoup d'énergie, mais la conséquence, c'est que ça produit de la chaleur pour nous garder au chaud. Un exemple ici, c'est un cycle futile qui est présent dans le tissu adipeux blanc, qui est en fait
l'hydrolyse des triglycérides et la restitution des acides gras. Ouais. Fait qu'on voit souvent qu'il y a une sur-activation de la lipolyse qui mène souvent à une réactivation, une réesterification de ces acides gras pour assurer qu'il n'y a pas juste des acides gras qui restent un peu libres dans les tissus, surtout dans le tissu adipeux. Donc ça, c'est les 3 mécanismes principaux qui sont actifs pendant l'exposition au froid. Voici comment on peut l'étudier. C'est un exemple de comment que nous, notre équipe à Sherbrooke, on a étudié le métabolisme au froid chez l'humain depuis au moins 2011, je dirais. Donc, on voit ici un participant qui est dans son habit de refroidissement, un système de calorimétrie indirect qui mesure la dépense énergétique et l'utilisation des carburants. On voit ici des traceurs isotopiques qui sont perfusés dans le participant. Et on voit un scanner CT TEP. Malheureusement, on n'a plus, je ne vais pas dire malheureusement, on a eu la chance d'avoir une nouvelle TEP depuis quelques années. Donc, ce n'est plus l'appareil qu'on utilise ces jours-ci. Donc, voici un exemple de ce que ça ressemble pendant que les gens sont exposés au froid. Fait qu'on voit qu'il y a un peu de mouvement. C'est peut-être difficile de voir chez vous, là, mais il y a un peu de mouvement, un peu de frissonnement au niveau des cuisses, au niveau du front, mais il y a vraiment très peu de mouvement en soi qui nous permet au moins de faire des scans dans la tête. C'est sûr que s'il y avait énormément de mouvement à cause du frissonnement, ça serait plus compliqué, mais avec le protocole qu'on utilise ou qu'on circule de l'eau à 18 degrés Celsius, il n'y a pas autant de problèmes. On perfuse des traceurs isotopiques, comme je vous mentionnais, autant pour mesurer la lipolyse du corps entier, mais aussi pour voir le taux d'apparition du glucose. On mesure les températures de la peau, la température interne et l'activité musculaire avec le MG. Donc, voici les exemples ici. Donc, on prend des capsules qui sont avalées par le participant pour mesurer la température interne et on a des petites capsules qu'on applique sur la peau pour mesurer la température de la peau. Il y a ensuite des capteurs d'électromyographie pour mesurer l'activité musculaire. C'est vraiment la mesure de la contraction musculaire. Ensuite, on fait de la calorimétrie indirecte pour mesurer la dépense énergétique, des prélèvements sanguins et surtout de l'imagerie TEP. On utilise un traceur qui s'appelle le C11 acétate qui nous permet de mesurer le taux métabolique d'un tissu, surtout le tissu adipeux brun. Ça fonctionne un peu moins bien dans le muscle squelettique, mais ça fonctionne très bien dans les autres organes. Ensuite, on utilise aussi un traceur de glucose qui s'appelle FDG. Donc ça nous permet de voir la captation de glucose à travers les organes. Et on a aussi utilisé dans le passé un acide gras à chaîne longue, qui est l'FTHA, qui mesure la captation d'acide gras. Donc d'abord, on veut savoir quels organes sont responsables pour la production de chaleur au froid. On voit que l'activation, donc si on voit que l'augmentation dans la dépense énergétique est quand même à peu près 80% au-dessus de la dépense énergétique de repos. Donc l'intensité du froid est quand même assez modérée, c'est pas si intense comparé à un plongée dans l'eau froide. On voit que la graisse brune augmente de façon assez importante lorsque les gens sont exposés au froid, autant chez les gens qui sont en santé que les gens qui ont un certain surplus de poids ou même les gens qui ont le diabète de type 2. Mais par contre, on voit que l'intensité de frisson augmente de façon importante, surtout chez les gens qui ont le diabète de type 2. Donc, on s'est dit, hey, ça pourrait être intéressant de savoir que c'est peut-être que l'exposition au froid, vu qu'il y a des contractions musculaires qui sont associées au frissonnement, ça pourrait avoir des impacts assez importants comme thérapie potentielle. C'est un peu comme un genre d'exercice, mais un exercice passif. Si on regarde un peu le métabolisme du glucose, encore une fois, on voit que par gramme de tissu, la graisse brune capte énormément de glucose. Le problème, c'est qu'il y a très peu de graisse brune chez l'humain. On parle d'à peu près 500 mg à peut-être 150, c'est vraiment très, très peu. Excuse-moi, 100 grammes. On voit également qu'il y a peu de captation de glucose chez les gens, dans la graisse brune, chez les gens qui ont le diabète de type 2 ou qui ont un surplus de poids. On voit que, en revanche, il y a une augmentation de captation de glucose dans le muscle squelettique, surtout chez les participants qui ont le diabète de type 2, qui est associé aux contractions qu'on voit avec le frissonnement. Et il y a aussi une captation par le tissu adipeux blanc, mais qui semble être diminuée chez les gens qui ont un surplus de poids. Fait que c'est très clair ici que par gramme de tissu, la graisse brune joue un rôle très important dans la captation de glucose, mais le problème, c'est surtout que ça représente très peu sur la masse totale de l'individu. Fait
la graisse brune contribue à peu près 0,5% de la clairance totale de glucose sur le corps entier, alors que le muscle squelettique contribue à peu près 50% de la clairance du glucose. Donc, ça joue un rôle très important, puis encore plus important si tu as plus de frissonnement. Et ce qui est important aussi, c'est de voir les muscles qui sont actifs dans le froid. On voit que c'est surtout les muscles sacro, posturaux, qui sont très profonds dans le corps, qui ont tendance à capter beaucoup plus de glucose que les gens qui sont plus à la superficie, qui sont plus périphériques, donc comme par exemple au niveau des bras ou des jambes. Mais le frissonnement, c'est plus que des contractions rythmiques. Ici, c'est un exemple ici d'un EMG de frissonnement. On voit qu'il y a un tonus musculaire assez important. Ça, c'est ce qui est en bleu foncé ici, qu'on appelle le frissonnement en continu. C'est vraiment un tonus musculaire. Mais de temps en temps, on voit des bouffées de frissonnement. Je pense que tout le monde qui a passé du temps dehors a ressenti ce genre de bouffées de contraction. C'est assez désagréable. Puis d'ailleurs, c'est ce qui rend le froid désagréable, c'est ces genres de bouffées qu'on voit, c'est assez sporadique. Ça se passe à peu près quelques fois par minute, à peu près 4 à 6 fois par minute. Ces bouffées de contraction sont associées au recrutement de fibres musculaires type 2 glycolytiques. Et en plus, les gens qui ont tendance à avoir plus de bouffées de contraction ont tendance aussi à utiliser plus de glycogène musculaire également. Donc, c'est possible. Ces gens-là sont donc peut-être plus à risque d'avoir des problèmes quand ils sont exposés au froid, soit qu'ils vont trouver ça que c'est peut-être plus désagréable, ils ont peut-être plus de problèmes à conserver notre réserve d'énergie, ils ont peut-être plus de problèmes à fonctionner dans le froid. Mais en revanche, ça pourrait être intéressant de savoir que ces gens-là, ça serait peut-être aussi la thérapie du froid, par exemple, pourrait peut-être mieux les aider parce que on voit qu'il y a une meilleure, comme il y a plus d'utilisation de glycogène musculaire, il pourrait avoir une meilleure tendance à refaire ses réserves d'énergie post-exercice, comme ils frissonnent plus, comme ils ont tendance à utiliser plus de bouffées de frissonnement. Donc, on voit également ici la captation de glucose. On voit que c'est vraiment beaucoup aussi les muscles sur la cage thoracique, les muscles aussi des flexeurs qui nous permettent de se mettre plus dans une petite boule qui capte beaucoup de glucose. Fait que ça concorde un peu avec les tendances du corps, les muscles en général qui sont les plus actifs, c'est des muscles qui vont nous permettre de conserver ou de limiter l'exposition au froid en soi. Ça va diminuer la perte de chaleur à l'environnement. Si on regarde ensuite le métabolisme des acides gras, on revoit la même chose un peu. On voit que les graines brunes consomment beaucoup d'acides gras par gramme de tissu comparé aux autres organes, mais encore une fois, à cause de sa masse, qui est quand même très petite, ça représente encore une fois moins que 1% de la clairance totale des acides gras en circulation, alors que les muscles squelettiques représentent à peu près 35% de la clairance des acides gras. Encore une fois, on voit que le muscle joue un rôle très important. Qu'en est-il ensuite de l'acclimatation au froid? Qu'est-ce qui arrive quand on s'expose quotidiennement au froid? Voici un exemple ici d'un participant pendant l'été qui se présente en début été, qui a très peu de graisse brune. On voit un peu de captation de glucose dans les muscles et on voit très peu de captation au niveau de la graisse brune. On les a exposés au froid 5 jours semaine pendant 4 semaines. On voit que la dépense énergétique sur le corps entier n'a pas changé pendant l'exposition au froid. Mais on voit qu'il y a énormément de graisse brune qui s'est développée pendant ces 4 semaines. La masse de graisse brune a augmenté de 45% en moyenne. C'est sûr que c'était beaucoup plus chez ce participant-là. Et le métabolisme oxydatif de la graisse brune a augmenté davantage. Mais ce qui était bizarre, c'est que ça n'avait pas d'impact sur le frissonnement nécessairement. Fait que le frissonnement n'avait pas changé post-intervention comparé à la quantité de frissonnement qu'on voyait pré-intervention. Fait qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'on a une augmentation assez importante de graisse brune, mais ça n'a pas d'impact sur le frissonnement? Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en prenant une biopsie de la cuisse, on observe que quand on expose quelqu'un au froid une première fois, on voit qu'il y a énormément de découplage mitochondrial au niveau du muscle. C'est un peu le même mécanisme qui fonctionne chez la graisse brune qui leur permet de produire de la chaleur. On voit ce même mécanisme dans le muscle squelettique qui augmente dans le froid, pré-acclimatation,
mais qui est moins présent, et d'ailleurs presque pas présent, post-acclimatation. Fait que c'est comme si le corps avait remplacé une forme de production de chaleur avec une autre. Ensuite, l'autre question, c'est savoir est-ce qu'on peut éliminer les acides gras dérivés des lipoprotéines avec l'exposition au froid. Donc, pour ce faire, on avait donné un repas liquide qui était avec lequel on avait donné un traceur radioactif qu'on utilise dans la tech, qui nous permet de voir la biodistribution des acides gras dans le corps. Donc, on voit pré versus post-acclimatation, il n'y avait pas vraiment de changement dans la captation d'acides gras alimentaires dans la graine brune. Juste pour vous donner un exemple, ici, l'acide gras, le traceur se présente surtout dans les TG circulaires, principalement dans les chylomicrons, surtout vers dans les 4-5 premières heures d'exposition au froid, et plus vers la fin qu'on commence à voir le traceur dans le VLDL. Donc, malgré le fait qu'on avait réussi à augmenter la capacité oxydative de la graisse brune d'à peu près 2,6 fois, ça avait eu très peu d'impact sur la captation des acides gras alimentaires. Encore une fois, on voyait que sur le partitionnement du corps entier, la graisse brune contribuait à peu près moins que 1% de la clairance des acides gras alimentaires, alors que le muscle squelettique contribuait à peu près 50%, puis il y avait même une tendance d'augmenter post-acclimatation. Donc, on voit que les effets de l'acclimatation au froid semblent vraiment être centrés sur le muscle squelettique. Encore une fois, ça, c'était juste chez les hommes, par contre, alors on ne sait pas si les adaptations sont pareilles chez les femmes. L'autre bienfait qui est quand même très robuste, ça, c'est un exemple ici de les niveaux de glycémie pendant l'exposition au froid, après l'administration de ce repas liquide, qui est en gris ici, représente les niveaux de glycémie à température pièce, fait qu'on s'attend de voir un pic de glycémie et une diminution progressive dans la glycémie post-repas liquide. Pareil pour le niveau d'insuline, on s'attend de voir une grosse augmentation dans le niveau d'insuline quand on donne, par exemple, soit un OGTT, donc une glycémie provoquée ou bien un repas qui est riche en glucides. On voit des gros pics d'insuline, des gros pics de glucose. Mais ça, alors que quand on les met les gens au froid, que ce soit pré-acclimatation ou post-acclimatation, on voit qu'on n'observe plus ces grands pics de glycémie ni ces grands pics d'insuline. Puis en grande raison, c'est, encore une fois, la contraction musculaire fait en sorte qu'il y a une meilleure sensibilité à l'insuline, il y a une meilleure clairance de glucose, puis on a tendance à avoir aussi une meilleure clairance post-acclimatation, même chez des gens qui sont en santé. Donc d'ailleurs, c'est l'effet le plus important de l'exposition au froid, c'est l'impact du froid sur la clairance du glucose, sur la sensibilité à l'insuline, puis je vais vous donner un autre exemple dans un instant. L'autre question que je me fais poser souvent, c'est est-ce que l'exposition répétée au froid peut avoir des impacts sur le poids corporel? Puis sur les études qui ont été faites depuis les 20 dernières années, la réponse est très clairement non. Il y a très peu d'études qui démontrent que l'exposition au froid peut mener à une perte de poids. En général, l'une des raisons, l'une des explications, c'est que l'exposition au froid chez les mammifères a tendance aussi à augmenter l'appétit. Donc, les gens, quand on pense, donc c'est vrai que la dépense énergétique va augmenter lorsque les gens sont exposés au froid, mais ils ont tendance aussi à compenser en s'alimentant un peu plus post-exposition au froid. Fait que les gens vont souvent manger même un peu plus que ce qu'ils ont dépensé pendant l'exposition au froid. Un peu comme on voit, c'est les mêmes tendances qu'on voit avec l'exercice. Donc, malheureusement, l'exposition au froid pour la perte de poids, ça ne marche pas, malgré ce qu'on entend souvent dans les médias sociaux. Mais comme je mentionnais, l'effet le plus robuste de l'exposition répétée au froid, c'est surtout sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Bien, on voit, par exemple, ça, c'est des gens qui se sont exposés 6 heures par jour dans l'air froid cette fois-ci. Donc, c'est pas avec un système de refroidissement, mais surtout dans une chambre froide à 14 à 15 degrés Celsius pendant 10 jours consécutifs. Puis ce qu'on voit, c'est que post-intervention, on voit une augmentation dans les niveaux de transporteurs de glucose musculaire, le GLUC4, post-intervention. Et on sait que s'il y a une augmentation dans l'intensité ou les niveaux de transporteurs de glucose au niveau de la membrane musculaire, ça a tendance aussi à augmenter la clairance de glucose. Et c'est effectivement ce qu'on observe ici, c'est post-intervention, il y a une augmentation de clairance. RD, c'est le taux de disparition de glucose.
post-intervention, on voit que ça l'augmente de façon assez importante. Puis il y a une très grande partie de ce glucose qui est stocké sous forme de glycosone, c'est-à-dire qu'il n'est pas oxydé. Mais ce qui est important, c'est que pour avoir cet effet robuste de l'exposition répétée au froid, ça nécessite un frissonnement. Sans de frissonnement, on n'a pas ces effets, ces bienfaits d'exposition au froid. Voici un autre exemple. C'est la même équipe de recherche, passablement le même protocole. La seule différence, c'est que là, les gens avaient moins froid que dans le premier protocole. Donc, cette fois-ci, la température de l'air est à peu près 16 à 17 degrés Celsius. Et on rapporte que les gens avaient, par définition, la façon que le design le protocole, c'était de diminuer et de limiter les niveaux de contraction. Et donc, dans cette condition ici, on voit qu'il y a très peu, en fait, il n'y a pas de translocation de glucate au niveau de la membrane. Et par conséquent, on voit que la clairance du glucose n'a pas changé, ni la production de glucose par le foie. Donc, on voit très, très clairement ici que pour avoir des bienfaits au foie, il faut nécessairement avoir un certain niveau de contraction. Sinon, le foie ne peut pas améliorer les changements métaboliques. Je vais juste vous laisser avec d'autres petites observations cliniques. Voici 2 exemples en particulier. On voit l'influence de l'environnement, l'influence de la température environnementale sur les risques de développer le diabète gestationnel. On voit que l'incidence de développer le diabète gestationnel augmente de 6% pour chaque augmentation de 10 degrés Celsius de température moyenne sur 30 jours. Donc, on voit plus il fait froid, plus la prévalence du diabète gestationnel est diminuée. Fait que plus il fait chaud, plus qu'on voit une incidence de diabète gestationnel importante. Donc, on voit que la température joue un rôle assez important, au moins sur la gestion du glucose. Et on voit pareil que la prévalence prédite du diabète de type 2 est 1,6 fois plus élevée chez les personnes vivant dans un comté où la température extérieure annuelle moyenne est de 25 degrés Celsius par rapport à une température de 5 degrés Celsius. Donc, encore une fois, c'est des exemples populationnels. Il y en a d'autres exemples, mais on voit qu'il y a un lien très fort entre la température et la gestion du glucose et la sensibilité à l'insuline. Donc, ça, c'est très clair, c'est très robuste, ça se reproduit régulièrement dans plusieurs études. Mais là, je vais revenir un peu sur les bienfaits de l'exposition au froid. Comme je mentionnais au départ, on entend souvent tous ces points-ci, que ça améliore le sommeil, l'inflammation, l'immunité. Je vous ai seulement parlé du métabolisme énergétique parce qu'en réalité, c'est vraiment la seule chose qu'on connaît très bien sur l'exposition au froid. Ça augmente le métabolisme énergétique pendant que vous êtes exposé au froid. Et il y a peut-être des exemples que ça pourrait aussi augmenter votre dépense énergétique quotidien. Mais les autres réponses, on connaît très peu. Mais il y a une très belle étude qui a démarré l'hiver passé au UK qui s'appelle The Outside Study. C'est des participants présentant des symptômes de dépression. Puis l'objectif, c'est de voir est-ce que une exposition au froid, surtout des plongées dans l'eau froide, la natation dans l'eau froide régulière, peut avoir des bienfaits sur la santé psychologique. Donc, c'est très intéressant comme projet. C'est une étude randomisée. Donc, c'est vraiment une étude très intéressante. Fait qu'on devrait apprendre énormément de cette étude très, très intéressante. Donc, mes messages clés, c'est qu'on voit que le froid peut avoir énormément d'effets. Ça peut être très variable. On rapporte plein de choses dans la littérature. Mais ce qu'on connaît très peu, c'est la fréquence dans laquelle les gens devraient s'exposer au froid. Quelle est l'intensité minimum requise pour avoir un effet? Est-ce que ça nécessite un changement dans la température corporelle ou juste s'exposer dans un bain, une chambre froide ou avec un système de refroidissement est suffisant? Quel type d'exposition au froid? On entend souvent les douches froides, les bienfaits des douches froides. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites vraiment sur les douches froides. Fait que c'est des gens qui ont essayé d'extrapoler les effets des bains froids pour dire que les douches froides font la même chose. Ça, on ne le sait pas en réalité, puis ça serait vraiment difficile à étudier parce qu'on ne peut pas vraiment bien contrôler la température de l'eau qui sort du robinet. Est-ce qu'on devrait faire des bains ou des plongées dans l'eau froide? Est-ce qu'on devrait utiliser l'air froid, des habits de refroidissement? Un habit de refroidissement, c'est très pratique pour la recherche, mais c'est peut-être pas pratique pour utiliser à la maison. Puis quelle durée? La durée pendant une session, puis même c'est quoi le délai de manifestation des effets? Fait que c'est vraiment, il y a énormément de choses pour lesquelles on ne connaît pas.
Il faut faire surtout attention aux risques très réels de s'exposer dans l'eau froide. Il faut faire attention au choc au froid. Donc ça, c'est un réflexe de sursaut involontaire qui peut faire en sorte qu'on peut inhaler de l'eau. Donc c'est un réflexe, c'est suivi d'une hyperventilation qui peut entraîner une diminution des niveaux de dioxyde de carbone dans le sang. Il y a des risques aussi avoir des lésions des nerfs des vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est avec ce qu'on appelle le non-freezing cold injury ou le pied de plancher. Vous venez à des douleurs, des altérations de sensation, des sensibilités au froid persistent, pas juste comme tout de suite après le froid, mais qui peut persister pendant des semaines et même des mois. On peut aussi développer des complications de sensibilité des nerfs. Il y a des risques importants chez les personnes souffrant d'hypertension. Fait que d'abord, avant tout, si vous voulez vous pratiquer des plongées dans l'eau froide, de nager dans l'eau froide, il faut d'abord consulter votre médecin pour assurer que vous pouvez le faire en toute sécurité. Assurez-vous de ne pas être seul et que l'eau est sans danger, c'est-à-dire qu'il n'y a surtout pas des courants. Prévoyez comment vous allez entrer et sortir de l'eau en toute sécurité. Les muscles ne fonctionnent pas de la même façon après que vous êtes dans l'eau froide. Et puis, vous n'allez peut-être pas ressentir les mains et vos pieds. Sachez comment vous allez vous réchauffer après. Donc, assurez-vous d'avoir des serviettes, des vêtements secs, des vents, une boisson chaude, surtout, c'est ça qui va te réchauffer. Puis de ne pas rester dans l'eau froide que pendant une courte période de temps. T'sais, on parle peut-être de 3 à 4 ou 5 minutes, pas besoin de rester là pendant 20 ou 40 minutes. Donc, j'aimerais vous remercier. J'aimerais surtout remercier aussi tous nos collaborateurs, notre grande équipe. Laureline Dumont, dans notre équipe, va continuer nos travaux dans l'exposition au froid. D'ailleurs, c'est la seule étudiante en ce moment qui travaille sur nos travaux d'exposition au froid. Mais une grande équipe aussi, Guillermo Sanchez Delgado, il était un postdoc qui avait aussi travaillé sur une étude d'exposition au froid. Et puis, il y a une grande équipe à Sherbrooke qui nous permet de faire ce genre d'études. Mais j'aimerais juste aussi souligner le fait que c'est vraiment important je pense qu'on voit, mon message un peu final, là, c'est d'assurer que l'exposition au froid, on voit énormément de bienfaits, mais il faut surtout le faire de façon sécuritaire.